Et les dossiers d'adoption? Officiellement disparus. Maya Dupont n'a jamais existé à Petit Ange. Découvre tout ce que tu peux sur sa famille actuelle, ordonna Aurélien. Pendant ce temps, Maya travaillait dans le petit atelier derrière la maison de son oncle et sa tante. C'était son refuge. Les outils étaient soigneusement accrochés au mur, l'odeur réconfortante d'huile et de graisse emplissait l'air. « Tu as réussi à réparer l'ancienne radio ?» demanda Léon en entrant dans l'atelier. Maya sourit, soulevant la radio des années 50. « Oui. Il suffisait juste de reconnecter quelques fils. » Léon ébouriffa affectueusement les tresses de sa nièce. « Tu as un don, ma fille. Je n'ai jamais vu quelqu'un comprendre les machines comme toi. Tonton, tu crois que maman serait fière? Diane était si fière de toi, elle aurait pu exploser. » Maya fit tourner la bague à son doigt. « J'ai rencontré un homme riche l'autre jour. Sa voiture est tombée en panne et je l'ai réparée. Il a reconnu ma bague. » Léon se figea. « Quel homme? » André Delaunay. Il m'a donné sa carte. Maya leur montra la carte. Il avait eu une réaction étrange en voyant ma bague, dit-elle. Le visage de Léon pâlit. Il échangea un regard avec René, qui venait d'apparaître dans l'encadrement de la porte. Maya, ma chérie, dit René d'une voix tendue. Tu te souviens quand on t'avait promis de te dire la vérité sur Diane quand tu serais plus grande? Je crois que ce moment est arrivé. Ce soir-là, Maya entendit l'histoire cachée. Comment Diane, une infirmière de l'orphelinat, s'était enfuie avec elle lorsque l'établissement avait soudainement fermé ses portes. Comment elles avaient changé de nom et vécu cachées pendant des années, toujours sur le qui-vive. Ta mère t'a laissé ceci, dit René en lui tendant une enveloppe jaunie. Elle nous avait fait promettre de ne te la remettre que si quelqu'un de la famille Whittaker se présentait. Les mains tremblantes, Maya commença à lire. Ma chère Maya, si tu lis ceci, cela signifie que quelqu'un t'a retrouvé. Il y a des choses que tu dois savoir. Dans l'appartement d'Aurélien, Renaud rappela. Monsieur, quelqu'un d'autre enquête sur les petits chérubins. Un journaliste nommé Marcus est. Que sait-il? Beaucoup. Et il a une théorie sur l'intérêt de ton père pour certains enfants de l'orphelinat, notamment ceux ayant des talents inhabituels. Le lendemain, un SUV noir s'arrêta devant l'école de Maya. Deux hommes en costume l'observèrent alors qu'elle quittait l'établissement avec ses amis. C'est elle? La fille avec la bague en émeraude? Oui. Monsieur Whittaker père souhaite la voir immédiatement. Ce qu'ils ignoraient, c'est que Léon était garé de l'autre côté de la rue. Il sortit son téléphone et composa un numéro que Diane lui avait laissé pour les urgences. Marcus est. C'est au sujet des petits chérubins, dit Léon. Et d'une fille avec une bague en émeraude. J'ai trouvé la preuve que vous cherchiez. Au siège de groupe de la cour, Aurélien fixait son père, Howard, arrivé de Côte d'Azur sans prévenir. Que signifie cette révision des dossiers des petits chérubins? Demanda Howard, furieux. Je croyais que cette affaire était close. J'ai retrouvé Maya Dupont, papa. La fille à la bague d'émeraude. Howard pâlit. Et alors? Juste une orpheline de plus. Ce qui compte, c'est le projet Horizon. Des milliards sont en jeu. Que avait-elle de si spécial, cette fille? Howard eut un rire sec. Tu ne comprends donc pas ce qui est en jeu? Certains enfants sont précieux. Ils possèdent des talents exploitables. Elle répare les choses, répondit lentement Aurélien. Elle peut regarder une machine cassée et comprendre ce qui ne va pas. Le sourire de Howard devint glacial. Pense aux applications militaires, aux brevets, au pouvoir. Tu sais maintenant pourquoi nous avons acheté cet orphelinat. Ce que ni Howard ni Aurélien ne savaient, c'est que Maya lisait déjà la lettre de Diane, découvrant la vérité sur son passé, sur ses dons particuliers, et surtout sur la véritable valeur de la bague d'émeraude. Ce n'était pas un simple bijou, mais la clé de documents capables de faire tomber un empire. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler. D'un côté,
une entreprise puissante prête à tout pour protéger ses secrets. De l'autre, une fillette de 10 ans au talent extraordinaire et à la bague bien plus précieuse que son poids en émeraude. Entre eux, un homme tiraillé, tentant de choisir son camp. Dans la salle de conférence du 50e étage de groupe de la cour, l'agitation régnait. Les cadres, nerveux, attendaient. Henri Delaunay avait convoqué une réunion d'urgence. Son visage, habituellement impassible, était déformé par la colère. « Où est mon fils ?» rugit-il en frappant la table de verre massive. Aurélien aurait dû être là depuis 1 heure. Comme s'il avait été invoqué, les doubles portes s'ouvrirent. Aurélien entra calmement, accompagné d'une femme en tailleur que personne ne connaissait. « Désolé pour le retard, papa », dit Aurélien avec un calme qui déconcerta Howard. « Voici la procureure fédérale Claire Bennett. Elle a quelques questions sur le projet Prométhée. » Howard pâlit. Projet Prométhée, le nom de code d'un programme secret visant à identifier et exploiter des enfants aux dons spéciaux. Un nom qui ne devait jamais être prononcé en public, encore moins devant des autorités fédérales. « Tu te rends compte de ce que tu fais ?» siffla Howard. Aurélien s'avança vers l'écran géant au mur et y connecta son ordinateur portable. « Ce que j'aurais dû faire depuis longtemps. La vérité sur les petits chérubins et les 5 autres institutions que tu as fait fermer ces 15 dernières années. » Les lumières s'éteignirent, et l'écran s'alluma, révélant des documents, des photos et des rapports, des archives détaillées sur 48 enfants spéciaux, identifiés, testés et exploités par groupe de la cour. « Tu as volé des documents confidentiels, » tenta Howard, essayant de garder contenance. « C'est un crime, de l'espionnage industriel. » Des documents qui prouvent des crimes bien plus graves, répliqua Aurélien. Des expériences illégales sur mineurs. La falsification de dossiers d'adoption. Corruption de fonctionnaires. Intimidation de témoins. Une vidéo commença à être diffusée à l'écran. Des images de vidéosurveillance datant de 12 ans. Une jeune infirmière qu'Aurélien savait désormais être Diane Johnson fuyait au milieu de la nuit, un enfant dans les bras. Puis un extrait montrait Howard donnant des instructions aux agents de sécurité. « Trouvez-la. Cette fille a un potentiel militaire considérable. Nous ne pouvons pas la perdre. » 3 employés de Little Angel sont morts dans des accidents dans les semaines qui ont suivi, poursuivit Aurélien sans relâche. Dont le frère de Diane, qui avait commencé à poser des questions. « Tu n'as aucune idée des implications », commença Howard, mais il fut interrompu lorsque les portes s'ouvrirent brusquement. Claire Johnson entra, accompagnée de l'oncle Léon et d'un homme portant une caméra professionnelle, Marcus A., du Lion Globe. « Maya, dit doucement Aurélien. Tu n'étais pas obligée de venir. »« Si, je devais venir, » répondit-elle avec une dignité surprenante pour une fille si jeune. Diane disait toujours qu'un jour, je devrais affronter les hommes qui nous ont forcés à fuir. Howard la regarda, son expression passant de la stupeur au calcul froid. Alors, c'est toi le prodigieux projet 17. Je ne t'imaginais pas si, petite. Et vous êtes l'homme qui a tué ma mère, répliqua Maya, le regard fixe. Ses freins n'ont pas lâché par accident, n'est-ce pas? Howard esquissa un sourire, retrouvant son assurance. Prouver quoi que ce soit sera impossible. Et tu oublies à qui tu t'adresses. Un seul coup de fil, et tout cela disparaît. C'est alors que Maya ouvrit son sac à dos et en sortit une bague ornée d'une émeraude. De ses doigts tremblants, elle fit pivoter la pierre, révélant un compartiment secret. Elle en sortit un minuscule dispositif. Diane était plus maligne que vous ne le pensiez, dit-elle. Ceci est un périphérique de stockage qu'elle avait caché dans la bague. Il contient des copies de sauvegarde de tous les dossiers de Little Angel, y compris des enregistrements de vos réunions avec des médecins militaires sur l'exploitation des enfants aux capacités cognitives accrues à des fins stratégiques. Pour la première fois de sa vie, Henri Delaunay resta sans voix. Tout cela est diffusé en direct en ce moment même, expliqua Marcus et en désignant sa caméra. À notre studio et directement sur les réseaux sociaux. Plus de 10 000 personnes regardent déjà.
Aurélien s'approcha de son père et lui parla d'une voix basse. C'est fini. Le procureur me propose un accord. Coopération totale en échange de l'immunité. Quant à toi, on laissera un jury décider. Une petite fille noire aide un millionnaire à réparer sa Mustang. Lorsqu'il voit la bague à son doigt, sa vie bascule. Le soleil impitoyable de fin d'après-midi faisait miroiter l'asphalte de la route de campagne, alors que Maya Dupont rentrait de l'école. La fillette de 10 ans ralentit le pas en apercevant une Shelby GT500 Mustang rouge éclatante garée sur le bas-côté, le capot levé comme une bouche grande ouverte. Un homme blanc, vêtu d'un costume qui valait sans doute plus cher que tout le mobilier de sa maison, tournait en rond près de la voiture, criant dans son téléphone. « Je me fiche de ce que vous facturez pour une dépanneuse. Je suis coincé sur cette route déserte depuis 2 heures. J'ai un rendez-vous avec le gouverneur d'An. » Il consulta sa montre en or massif. Moins de 3 heures, bon sang. Maya hésita un instant. Devait-elle poursuivre son chemin? Sa tante Renée lui avait toujours dit de ne pas adresser la parole aux inconnus, surtout à ceux qui détonnaient autant dans ce coin rural modeste, une communauté majoritairement noire à 2 heures de route de Lyon. Mais quelque chose dans la frustration désespérée de l'homme la poussa à s'arrêter. Elle réajusta le poids de son sac à dos usé, où elle transportait ses livrets, plus précieux encore, la petite boîte à outils que lui avait offerte son oncle Léon, un mécanicien convaincu que chacun devait connaître au moins les bases d'un moteur. « Excusez-moi, monsieur », dit Maya en s'approchant prudemment. « Besoin d'aide avec votre voiture ?» André Delaunay, PDG de Groupe de la Cour et propriétaire de la moitié des biens immobiliers commerciaux de Lyon, se retourna, surpris. L'agacement sur son visage se mua rapidement en condescendance lorsqu'il vit la petite silhouette aux tresses colorées, en short délavé et portant un t-shirt École Polytechnique de Paris manifestement trop grand pour elle. « C'est très gentil, ma chérie. Mais c'est un véhicule haute performance. Il me faut un vrai mécanicien. » Maya haussa les épaules et s'avança encore, jetant un œil attentif sous le capot. Mon oncle possède un garage et m'a appris tout ce que je sais sur les voitures depuis que j'ai appris à marcher. Je peux au moins y jeter un œil. Avant qu'Aurélien ait eu le temps de protester, elle avait déjà laissé tomber son sac à dos par terre et se pencher au-dessus du moteur avec une étonnante assurance. « Depuis quand le problème a-t-il commencé ?» demanda-t-elle d'un ton résolument professionnel. Aurélien soupira, réalisant qu'il n'avait plus grand-chose à perdre. Le moteur a commencé à surchauffer il y a environ 40 minutes, puis il s'est arrêté net. Tu as senti une odeur sucrée, comme du sirop? Aurélien cligna des yeux, surpris. Oui, maintenant que tu le dis. Comment tu savais? Le système de refroidissement, répondit Maya en montrant une petite flaque sous la voiture qu'Aurélien n'avait même pas remarquée. Ça fuit. C'est pour ça qu'il a surchauffé. Pendant qu'elle parlait, Aurélien l'observait avec une curiosité croissante. Il y avait quelque chose d'étrangement familier chez elle, sa façon de froncer légèrement les sourcils en se concentrant, la manière méthodique dont ses yeux intelligents inspectaient le moteur. « Comment tu t'appelles » demanda-t-il soudain. « Maya. »« Maya Dupont » répondit-elle en tendant une main tachée de graisse. Il la serra, un peu hésitant. « André Delaunay. »« Enchanté, monsieur Whittaker. »« Je pense que je peux arranger ça temporairement. » Maya ouvrit son sac à dos et sortit une petite trousse métallique. « Mon oncle Léon m'oblige à toujours avoir un kit d'urgence. On ne sait jamais quand quelqu'un aura besoin d'aide sur la route. » Aurélien la regarda, fasciné, alors qu'elle travaillait avec une efficacité impressionnante, localisant la fuite dans le tuyau du radiateur et appliquant un ruban spécial. « Ça devrait tenir jusqu'en ville, » expliqua-t-elle. « Mais il faudra rajouter de l'eau pour compenser le liquide de refroidissement perdu. » C'est lorsqu'elle leva la main pour écarter une mèche de cheveux que Aurélien le vit, une bague à pierre verte émeraude montée sur un anneau en or vieilli, maintenue au doigt par un fil enroulé autour de la base pour ne pas glisser de son doigt fin. Le monde d'Aurélien sembla s'arrêter. Le soleil faisait briller la pierre, révélant un motif intérieur qu'il reconnaîtrait entre mille, une petite imperfection en forme de croissant.
Une bague qu'il avait offerte 12 ans plus tôt à une petite fille prénommée Maya dans un orphelinat appelé les Petits Chérubins, peu de jours avant sa fermeture soudaine. Cette bague, commença Aurélien d'une voix tremblante. Elle est très particulière. Maya baissa les yeux vers sa main. C'était à ma mère. Enfin, à ma mère adoptive, Diane. Elle est morte l'an dernier. Une ombre de tristesse passa sur son visage. Elle disait que c'était le symbole d'une promesse importante. Puis-je te demander où Diane a eu cette bague? Maya haussa les épaules. Elle ne m'a jamais dit précisément. Juste qu'elle appartenait à quelqu'un de spécial, et qu'un jour j'en comprendrais le sens. Aurélien tenta de se ressaisir et lui proposa de la raccompagner chez elle pour le remercier. Elle hésita un instant avant d'accepter. Pendant les 15 minutes de trajet, Aurélien lui posa quelques questions apparemment anodines sur sa vie, où elle allait à l'école, depuis combien de temps elle vivait ici, avec qui elle vivait depuis le décès de sa mère adoptive. Je vis avec ma tante Renée et mon oncle Léon, expliqua Maya. Ils m'ont recueilli après la mort de Diane. Tu as toujours vécu ici, demanda Aurélien, tentant de paraître détendu tout en serrant le volant plus fort. Depuis que j'ai 3 ans. Avant ça. Maya hésita. Diane n'en parlait pas beaucoup. Je sais juste que j'ai été adopté dans un orphelinat appelé les Petits Chérubins. Il a fermé peu après. Aurélien manqua de peu de perdre le contrôle de la voiture. Les Petits Chérubins? Tu es sûr? Oui. Pourquoi? Tu le connais? Aurélien inspira profondément. Je l'ai connu, il y a longtemps. En approchant d'une maison modeste mais bien entretenue, Aurélien s'arrêta. Maya le remercia et lui dit au revoir. Mais avant qu'elle ne puisse sortir, il lui tendit une carte. Maya, si jamais tu as besoin de quelque chose, n'importe quoi, appelle-moi. La jeune fille accepta la carte avec un regard curieux et sortit de la voiture. Aurélien l'observa courir vers la maison, la bague scintillant au soleil. Ses mains tremblaient lorsqu'il saisit son téléphone pour appeler son détective privé. Ce que Claire ne pouvait pas savoir, alors qu'elle faisait un dernier signe de la main à cet inconnu dans sa voiture luxueuse, c'est que cette rencontre fortuite venait tout juste de déclencher une série d'événements qui allaient révéler des secrets gardés depuis plus de 10 ans. Des secrets liant un empire valant des milliards, un orphelinat mystérieusement fermé, et une jeune fille noire dotée d'un don extraordinaire pour réparer les choses brisées. Si cette histoire de coïncidence improbable et de liens cachés a éveillé votre curiosité, n'oubliez pas de vous inscrire pour découvrir comment une simple bague deviendra la clé pour démêler un réseau de pouvoirs, de préjugés, et une vérité qui changera des vies à jamais. Aurélien passa 3 nuits blanches à fixer les photos agrandies de la bague en émeraude que son enquêteur avait prise. Le bijou qu'il avait offert à la petite Maya à l'orphelinat Petit Ange, comme promesse qu'il reviendrait pour elle, promesse qu'il n'avait jamais tenue. Dans son bureau chez Groupe de la Cour, il examinait les documents éparpillés sur son bureau. 12 ans plus tôt, son père, Henri Delaunay, avait acheté la propriété du Petit Ange pour une bouchée de pain, en invoquant des irrégularités financières. Coïncidence ou non, Aurélien avait été nommé PDG peu après. Monsieur Whittaker, Monsieur Morel du service juridique est là avec les documents du projet Horizon, annonça son assistante. Le projet Horizon, un complexe de luxe en construction sur le même site où se trouvait autrefois l'orphelinat. Aurélien rangea rapidement les dossiers avant que Morel n'entre. Voici les documents d'acquisition du Petit Ange, dit Morel. Mais je ne comprends pas pourquoi on rouvre ce dossier. Mon père a été très clair sur le fait de les conserver, répondit Aurélien. Votre père est à la retraite en Côte d'Azur, répondit-il sèchement. Et c'est moi qui dirige l'entreprise maintenant. En parcourant les documents, Aurélien découvrit des virements bancaires suspects et, plus inquiétant encore, une liste d'enfants relogés à la fermeture de l'orphelinat. Le nom de Maya Dupont y était entouré en rouge, accompagné d'une note, cas spécial. Contactez HD. Son enquêteur Renaud l'appela avec des nouvelles. J'ai retrouvé Diane Johnson. Accident de voiture l'an dernier. Frein défectueux. Circonstances suspectes.
Alors que des agents fédéraux entraient dans la pièce pour arrêter Henri Delaunay, Maya s'avança vers l'homme qui avait détruit tant de vies.